Merci beaucoup, Sophia, pour la présidence de ce panel et à tous et à toutes d'y avoir participé activement. On va encore parler très longtemps de notamment la question de la transparence. Je pensais à Pierre-Henri Tavoyot, qui nous rejoindra demain pour les conclusions finales, qui lui fait une distinction entre publicité et transparence, en défendant la publicité, mais en parlant, en excluant la question de la transparence. Maintenant, on va passer à la conclusion générale et on applaudit évidemment les panélistes. On introduit Émilie Van Haute qui va prononcer les conclusions de ce jour. Pierre-Henri Tavoyot, ce sera demain. Madame Van Haute est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Plus particulièrement, elle est investie au sein du CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique. Ses recherches portent sur des sujets qu'on pourrait qualifier de classiques en sciences politiques, les élections, les partis politiques, mais le caractère classique de ces sujets n'en fait pas moins des sujets extrêmement importants et je crois en relation directe avec les thèmes que nous abordons dans le cadre de ce colloque. Merci beaucoup, déjà. Un grand merci, mesdames et messieurs, chers collègues. Permettez-moi, dans un premier temps, de prendre quelques minutes pour remercier les organisateurs de cette conférence, Frédéric Bouhon, Julien Clarenne, Mathias Elberoumi, Léna Géron et Céline Romainville pour leur invitation, bien sûr, à y contribuer à travers cette conclusion, mais plus largement pour tout le travail de préparation, d'organisation de l'événement et surtout d'avoir pris cette initiative de faire dialoguer des chercheurs et des chercheuses de plusieurs disciplines autour de ce même concept. C'est une marque d'ouverture qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des échanges, je trouvais, extrêmement riches et peut-être de sortir un peu de nos manières de voir ou de faire la recherche dans nos domaines en s'enrichissant justement de ces différentes perspectives. Alors j'espère dans cette conclusion offrir une perspective de politologue, certes, mais qui valorise aussi les apports des autres disciplines. Les débats ayant été déjà très riches, notamment dans les questions-réponses, je ne sais pas dans quelle mesure je ne vais pouvoir ajouter des éléments très novateurs à ce qui a déjà été mentionné. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que dans nos disciplines, on est traversé par des questions communes, clairement. Qu'est-ce que la confiance? Comment la mesure-t-on? Comment les niveaux de confiance ont-ils évolué dans le temps? Quels en sont les ressorts? Et à quoi sert la confiance? En d'autres termes, quelles en sont les conséquences positives ou négatives? À travers les discussions, j'ai aussi constaté que nos disciplines partagent certains postulats de départ. Le premier point de départ, qui est ressorti d'ailleurs des présentations aujourd'hui, c'est que la confiance est une relation. La présentation de Raquel Baradas ce matin a évoqué cette relation à la fois horizontale, on parle de confiance sociale ou interpersonnelle entre individus, mais verticalement, on parle de cette confiance politique entre représentants et représentés. Mais, on l'a vu, les recherches empiriques sur la confiance politique se penchent essentiellement sur un des côtés de la pièce, celui de la confiance des citoyens envers les institutions, et beaucoup plus rares sont les recherches sur la confiance des institutions et des élites ou acteurs composant ces institutions envers les citoyens. Alors, il y a des exceptions. Si on regarde les recherches, par exemple, en administration publique, on voit que dans ce champ, il y a, et notamment dans les études sur les processus de politique publique en matière d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, on voit que là, cette question de la confiance des institutions envers les citoyens est là, parce qu'il existe souvent des nombreux mécanismes institutionnalisés de consultation des citoyens dans ces projets d'aménagement du territoire. Et ce qu'on y apprend, c'est souvent que les institutions considèrent les citoyens soit comme des personnes à compétences et à capacités limitées, soit à l'inverse comme des freins à la décision qu'il convient de contourner tant que faire se peut, ou dont il faut essayer de s'accommoder. Et donc, de mon point de vue, pour comprendre comment cette relation fonctionne et comprendre aussi peut-être partiellement le faible niveau de confiance des élites envers les citoyens, plutôt comprendre partiellement le faible niveau de confiance des citoyens envers l'élite, les clés reposent peut-être sur la relation inverse.
sur laquelle on pourrait se pencher. Et notamment d'ailleurs les recherches sur les innovations démocratiques, démocratie participative ou délibérative, par exemple, mettent aussi en avant la méfiance des élites envers ces nouvelles innovations démocratiques. En discutant ce midi, on a constaté aussi avec Céline Romainville que les mêmes dynamiques peuvent s'observer entre gouvernement et parlement. C'est-à-dire que les gouvernements ne souhaitent pas toujours s'embarrasser de l'avis des parlements. Et donc derrière cette question de confiance se cache en réalité peut-être la question plus cruciale du contrôle de l'agenda et de la prise de décision en fait, et celle du pouvoir et de son partage. Et donc peut-être qu'en tant que chercheur, notre focale pourrait davantage se placer sur cet autre versant de la relation. Quelles sont les conditions finalement de la confiance des institutions et des acteurs politiques envers les citoyens? Est-ce que la polarisation croissante peut nourrir ce manque de confiance des élites envers les citoyens? Est-ce que la déconnexion croissante des élites et des partis, par exemple, par rapport aux citoyens et la société civile, peut aussi venir nourrir ce manque de confiance? Et donc répondre à ces questions peut nous amener à mieux penser les réponses à apporter aussi à la question de la confiance. Dans cette relation de confiance, il conviendrait, il me semble aussi, de clarifier de quoi est constitué cet autre versant. Le versant citoyen est très clair. L'autre versant, on alterne systématiquement entre institutions, acteurs, gouvernements, parlements, partis. Et il me semble que ça fait écho aux commentaires ce matin de nouveau de Raquel Baradas sur la nécessité de réfléchir à la question d'envers qui exactement la question de la confiance s'adresse. Et les recherches en sciences politiques ont montré que la confiance envers les institutions politiques, Parlement, gouvernement, est souvent plus haute qu'envers les acteurs qui composent ces institutions. Et en même temps, d'autres recherches ont aussi montré que les citoyens tendent à avoir davantage confiance en des institutions, de nouveaux parlements ou gouvernements, qui sont composés d'acteurs politiques qui sont plus proches de leurs propres préférences partisanes. Et donc, de mon point de vue, il est nécessaire de dissocier cette question d'institutions et d'acteurs et de ne pas nécessairement réifier non plus les institutions quand on parle de confiance, puisque cette confiance envers les institutions peut varier en fonction de la manière dont les institutions sont elles-mêmes composées. À ce titre, je trouvais intéressant aujourd'hui d'analyser la composition du public, puisque j'ai constaté la présence de personnel représentant les institutions, Parlement notamment en Belgique, mais que je n'ai pas vu de participants incarnant leurs acteurs, c'est-à-dire les partis et les élus. Ça peut peut-être aussi éclairer pour partie les réflexions sur les solutions. Un second postulat qui me semble aussi sous-tendre le champ des études sur la confiance, c'est celui selon lequel un certain niveau de confiance est nécessaire et souhaitable. Ce postulat repose sur une analyse, parfois une croyance d'ailleurs, que les conséquences de la confiance sont essentiellement positives. Et c'est vrai qu'on a évoqué ce matin cette idée que la confiance est le ciment, c'est la colle de la société, qu'un minimum de niveau de confiance est nécessaire. Alors ça implique de savoir comment est-ce qu'on le mesure, mais surtout aussi, on sait que la confiance envers les institutions, c'est relativement stable, qu'elle se situe dans la moyenne, avec des niveaux plus faibles que les confiances envers d'autres types d'institutions, que ce soit la justice ou la police, mais plus haute qu'envers les médias ou les partis politiques. Donc on se retrouve ici à des niveaux intermédiaires. Mais du coup, ça pose la question d'à partir de quand un faible niveau de confiance devient problématique. Et là, c'est vraiment une question empirique qui, je pense, n'est pas tranchée et qui reste entièrement ouverte. Alors, si la confiance envers les institutions est une attitude relativement stable, on voit aussi des différentiels importants entre catégories de citoyens, mais aussi des fluctuations dans le temps. Parfois liées à des événements spécifiques et des scandales, comme on l'a évoqué cet après-midi. Par exemple, en Belgique, on observe une baisse de confiance envers le Parlement wallon en 2024. Alors voilà, il y a les Belges qui rigolent, mais les non-Belges, il faut savoir que cette institution a été à plusieurs reprises dans la tourmente durant la législature passée, que ce soit en raison du comportement de son greffier, des dépenses des membres de son bureau, du dossier de travaux publics liés à sa rénovation. Donc,
Ici, c'est un exemple. Nelly Demirova, ce matin, a pointé aussi des différentiels importants de confiance de certains citoyens envers les institutions, pour partie liés au traitement structurel différencié que ces institutions peuvent faire envers ces citoyens. Ces exemples soulèvent des questions importantes. Est-ce que dans de tels contextes, un niveau de méfiance minimale n'est pas sain, voire nécessaire et légitime? Et donc, ça nécessite de bien dissocier, sur le plan cognitif et affectif, la question, on l'a dit, de l'absence de confiance et celle de la méfiance. Pour moi, l'absence de confiance, c'est une absence de relation. Il n'y a pas de relation. Il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'affect non plus. C'est finalement une situation d'apathie. Celle-là, elle comporte un certain nombre de questionnements et de problèmes avec des effets et des conséquences spécifiques, qui sont différents de la question de la méfiance, puisque là, il existe bien une relation, mais qui comporte un affect négatif. Et là, je voulais évoquer les travaux de Pippa Norris, qui est politologue et qui a publié en 2022 un livre qui remet en question finalement cette centralité de la focale sur la question de la confiance. Ce livre est intitulé « In Praise of Skepticism, Trust, but Verify ». Ça veut dire que l'argument principal, finalement, c'est qu'il y a deux faces à la confiance. Une face liée à des conséquences positives. La confiance interpersonnelle faciliterait les relations sociales, la confiance politique soutiendrait la légitimité et la stabilité des gouvernements. Inversement, l'absence de confiance amènerait à l'abstention et l'apathie, et la méfiance à la protestation politique ou aux émeutes. Mais Pippa Norris, elle souligne aussi qu'il existe une face plutôt liée à des conséquences négatives de la confiance, celui de la confiance en fait aveugle, qui relève alors davantage de la croyance. Elle prend les exemples de la confiance des citoyens dans des théories anti-vax, par exemple, qui mettent à mal le taux de couverture vaccinale sociétale, ou des théories conspirationnistes qui circulent aux États-Unis, QAnon et autres, qui ont pour partie amené aussi à l'assaut du Capitole. Mais on peut se référer plus généralement à la confiance parfois aveugle dans des leaders charismatiques qui peuvent amener à baisser la garde sur le respect de certains principes de l'état de droit. Et donc il y a cet équilibre fragile à trouver entre confiance aveugle d'un côté, synonyme peut-être de naïveté et d'innocence, et absence de confiance, apathie, ou méfiance totale, le cynisme, qui peut se trouver finalement dans la construction d'une citoyenneté critique. Et cette citoyenneté critique, elle se construit avec l'âge. Les études électorales, en Belgique notamment, montrent que les primo-votants, donc ceux qui votent pour la première fois, ils sont très confiants dans les institutions, beaucoup plus que leurs aînés. Ils sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie, beaucoup plus que leurs aînés. Et inversement, ils sont moins intéressés par la politique. Et ils sont moins cyniques. Et donc ça pose la question de, finalement, quelles sont les valeurs à promouvoir auprès des citoyens? Est-ce que c'est confiance uniquement, satisfaction, béate, ou aussi intérêt politique et esprit critique? Et donc il y a cette question, cette notion de citoyenneté critique qui peut, à mon sens, venir nourrir la réflexion sur les solutions aussi à proposer pour rétablir cette relation représentant-représenté. Sur le plan des citoyens, Martin Loeffling ce matin disait « Liberty means constant vigilance ». Et c'est vraiment cet élément-là de confiance, parce que tant la confiance que la méfiance peuvent être aveugles d'ailleurs, ça peut être des paravents derrière lesquels se cacher. Et donc, il y a cette idée de vision, où l'élément central du côté des citoyens, ce n'est plus la question de la confiance, mais bien celle du scepticisme, propre aux citoyens critiques. Et les citoyens doivent pouvoir opérer un travail finalement de vérification, que les acteurs et institutions en qui ils placent leur confiance en sont dignes et mettent en œuvre les principes qu'on a évoqués, compétence, intégrité, impartialité. Ça implique d'armer les citoyens pour ce faire, d'abord pour s'engager dans la relation avec les représentants et pour construire cette capacité de vigilance et de scepticisme. Alors il faut trouver des lieux et des méthodes pour engager cette relation, assurer l'expression aussi ouverte des citoyens. Les partis ont longtemps joué ce rôle de relais aussi entre citoyens et État, avec davantage de
volatilité, de déclin d'adhésion partisane, de difficultés de recrutement, peut-être qu'il y a d'autres manières de construire ce lien en travaillant notamment avec d'autres types de participation ou formes de participation. Et puis il y a cette construction de la confiance en travaillant sur le sentiment d'efficacité politique, les questions de compétences cognitives et d'éducation. Je pense que là, Céline Romainville et Léa Guéron ce matin en ont évoqué, c'est ce sentiment d'avoir une influence sur le processus politique qui est important et qui finalement est très inégalement distribué aussi parmi la population. Sur le plan des institutions et des élites, peut-être que plus que l'impératif de confiance, ne faudrait-il pas parler d'impératif d'être digne de confiance? Donc c'était la question de trustworthiness plutôt que de trust, avec cette question de pouvoir déléguer en toute confiance son mandat de représentant ou de représentation. Alors, quelle réponse pour renforcer non pas la confiance, mais le trustworthiness, parce qu'il n'y a en effet pas de traduction de cette... comment placer les citoyens dans une position où ils sont en mesure de vérifier et ensuite d'accorder leur confiance? Eh bien, en la matière, c'est là peut-être mon rôle de politologue, mais de prendre conscience des limites des réformes institutionnelles. D'une part, la confiance comporte une dimension affective, et les règles formelles et institutions génèrent plus difficilement un affect que des personnes ou des acteurs. Et donc, la question de trustworthiness fait vraiment plutôt référence à des acteurs et à leurs actions qu'à des institutions. Et je vais prendre l'exemple de l'intégrité électorale aux États-Unis. Il y a énormément de législation pour préserver cette intégrité électorale, mais ce qui sape la confiance des citoyens dans l'intégrité des élections aux États-Unis, ce n'est pas la législation. C'est surtout le discours des acteurs et la politisation qui est faite de cet enjeu et l'affect qui est lié. Hein? Et pourtant, on l'a dit aussi, l'outil préféré des acteurs, c'est la réforme institutionnelle pour répondre à cette question de manque de confiance. Alors, je ne dis pas que les règles institutionnelles ne servent à rien, mais c'est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante pour créer ce climat de confiance et doit s'accompagner d'une transformation aussi du comportement des acteurs qui composent ces institutions. Alors, pour créer il y a le volet compétence et le volet intégrité. Pour le volet compétence, être digne de confiance signifie avoir une capacité d'action et de montrer que les institutions et les acteurs sont capables de délivrer en termes de service public, on l'a dit, ou de rendre compte de ces actions. C'est de nouveau le terme d'accountability qui, de nouveau, existe très mal en français, c'est la reddition de comptes, rendre compte. C'est souvent un point faible. Hein. Dans les institutions d'aujourd'hui, la gouvernance multiniveau, un niveau de pouvoir ne dispose pas toujours de sa capacité complète d'action et renvoie la responsabilité aux autres niveaux de pouvoir. C'est une pratique courante des acteurs politiques qui vient miner la question de la compétence. Alors, une réponse institutionnelle est possible, hein, limiter les compétences partagées, avoir des institutions lisibles. C'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui avait été évoqué dans la présentation de Hugues Dumont et Cécilia Riscala. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une question institutionnelle, c'est aussi une question de comportement des acteurs, d'assumer leurs responsabilités et d'envisager des lieux dans lesquels les deux acteurs de la relation se rencontreraient. Mais, d'autre part, dans de nombreuses démocraties, les mesures d'austérité budgétaire poussent à limiter les dépenses publiques, réduire les services publics ou les privatiser, et ça a comme conséquence, parfois, aussi une distribution inégale de ces services sur le territoire. Et donc on a vu des mouvements sociaux, tels que les Gilets jaunes par exemple, qui viennent dénoncer ces inégalités, dénoncer des politiques publiques défaillantes, dénoncer un sentiment de déprivation relative. Et en fait, dans les discussions en fin de matinée, on a fait référence à cette question de la méfiance des citoyens qui s'exprimerait dans les urnes en lien avec ces défaillances de politique publique, une évaluation négative des performances passées des gouvernants. Aux Pays-Bas, un ouvrage récent sur l'analyse des comportements électoraux a pris pour titre, en néerlandais, « Niet de kiezer is gek », ce n'est pas l'électeur qui est fou,
ou bête ou stupide, c'est en réalité une réponse à une offre politique défaillante. Hein, les comportements de méfiance qui se traduisent dans les urnes. Et la perception d'être systématiquement du côté des perdants, d'être exclu du gouvernement ou oublié des politiques publiques vient nourrir cette méfiance qui peut alors se transformer en cynisme avec le temps. Et dans ce cas-là, la réponse ne se trouve pas nécessairement dans de l'ingénierie institutionnelle, mais bien dans des réponses politiques. De nouveau, c'est la politologue qui parle, alternance démocratique, politique publique de qualité, responsabilité et reddition de comptes des gouvernants. Pour ce qui est de la dimension d'intégralité, je vais terminer là-dessus, la réponse des institutions passe aussi souvent par plus de régulation et de contrôle, souvent sous la pression de scandales qui le précèdent. Les analystes, notamment des partis, ont par exemple mis en évidence une association, on l'a dit, négative entre régulation et niveau de conscience. Régulation des partis, niveau de confiance des partis. Hein, les pays dans lesquels les partis sont les plus régulés, les pays d'Europe centrale et orientale, c'est aussi les pays où la confiance envers ces institutions est la plus faible. Et les mêmes dynamiques s'appliquent pour régulation et confiance dans les institutions. Alors, de nouveau, cette relation, elle peut s'expliquer par le fait que l'adoption même de la règle est liée à des scandales de comportement déviant constatés parmi les acteurs qui composent ces institutions et qui donnent le signal qu'il y a un problème de confiance. Et donc, à côté de cette régulation éthique, peut-être qu'il faudrait travailler au moins autant sur la question, non pas de la transparence, mais de la lisibilité et de la responsabilité. Et de permettre aux citoyens d'exercer leur citoyenneté critique et de les mettre en position de pouvoir vérifier si les acteurs sont dignes de confiance. Par exemple, de nouveau, un thème classique éthique, c'est la question du financement public des partis et des dépenses électorales. Ce n'est pas tout d'avoir des règles éthiques sur qui, quand, comment les recettes et dépenses peuvent être opérées. Et ne faudrait-il pas surtout travailler sur l'impartialité dans la prise de décision, donc éviter les situations de contrôleurs contrôlés, la lisibilité des comptes. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà regardé la comptabilité des partis en Belgique. Voilà. Il y a autant d'associations ASBL que de communes dans lesquelles les partis sont présents. Tout ça est ensuite mis... Donc oui, c'est transparent, les documents existent. On peut regarder les 300 pages de PDF de bilan comptable des partis. Ça ne veut pas dire que c'est lisible. Ça ne veut pas dire que c'est lisible. Donc, je défie quiconque de pouvoir comprendre la comptabilité des partis sur base de ce qui est mis à disposition. Donc, transparence n'est pas une condition suffisante, c'est la question de la lisibilité et de l'accountability, c'est-à-dire un retour vers les citoyens, par exemple sur la manière dont ce financement public est utilisé, et d'essayer d'expliquer et de justifier auprès des citoyens les décisions prises. Donc au final, je ressors de cette journée avec davantage de questions que de réponses, mais c'est certainement le signe de contribution et de débats stimulants. Je pense qu'il faudrait peut-être, ne faut-il pas davantage s'intéresser au manque de confiance des élites envers les citoyens? Ne faut-il pas plus systématiquement distinguer confiance envers les institutions et confiance envers les acteurs qui composent ces institutions? Quid du niveau minimal de confiance nécessaire en démocratie? Quid de déplacer la focale non plus sur la confiance mutuelle, mais sur la construction d'un esprit critique et d'un scepticisme constructif des citoyens et la mise en capacité des citoyens d'exercer cette veille critique et d'évaluer dans quelle mesure les institutions et leurs acteurs sont dignes de confiance, c'est-à-dire compétents, intègres et impartiaux, à travers un renforcement de la lisibilité des décisions et de l'action publique et de la responsabilisation des acteurs et des politiques publiques. Je vous remercie de votre attention.